Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, un nouveau scandale qui égratigne déjà l'image de la Maison-Blanche et des promesses de campagne mises à exécution. La police de l'immigration a mené ses premières vagues d'arrestations de clandestins. Il était l'un des héros de l'Amérique, mais il est depuis tombé en disgrâce. Le procès contre Lance Armstrong aura bien lieu. L'ancien champion cycliste tombé pour dopage risque cette fois la ruine. Et puis après le Canada et la Finlande, le Brésil teste à son tour le revenu universel. Une petite ville proche de Rio a commencé à tester la mesure et même créé, vous le verrez, sa propre devise. Mais tout d'abord, l'image de la semaine, cette photo qui illustre le nouveau scandale éclaboussant la Maison-Blanche. On y voit Michael Flynn, russophile assumé, attablé aux côtés de Vladimir Poutine lors d'un dîner de gala à Moscou. Le cliché n'est pas nouveau, mais il aura illustré ces derniers jours la démission du désormais ex-conseiller à la sécurité de Donald Trump. Il est accusé d'avoir entretenu secrètement des échanges avec le Kremlin, des liens extrêmement embarrassants pour la nouvelle administration. Écoutez. Le problème pour le président est le suivant. Le général Flynn n'a pas tout dit au vice-président et aux autres. Et il a omis de donner des détails importants de la conversation. Et tout cela a créé une situation insoutenable. C'est pourquoi le président a décidé de demander sa démission et il l'a obtenue. Et malgré cette tentative d'explication, l'affaire a provoqué une levée de boucliers, y compris dans le camp des Républicains. Certains parlementaires réclament désormais une enquête approfondie sur l'état des liens entre le Kremlin et la nouvelle administration. Le New York Times assure que l'équipe de campagne, plus globalement, aurait entretenu des contacts répétés avec de hauts responsables des services de renseignement russes avant l'élection de Donald Trump. Le scandale n'empêche pas Donald Trump d'honorer l'une de ses promesses phares et pourtant contestée. Ces derniers jours, la police de l'immigration a multiplié à travers le pays les descentes dans des quartiers majoritairement latinos. Elle cible, dit-elle, des personnes en situation illégale accusées d'avoir commis par ailleurs d'autres crimes. À chaque fois, les procédures de reconduite aux frontières sont immédiatement entamées. Notre correspondant Gallagher Fenwick a enquêté sur cette première vague de renvois programmés. Reportage. Vivre caché et sortir la peur au ventre, c'est la réalité que décrivent les clandestins que nous croisons. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les travailleurs sociaux sont à pied d'œuvre. L'objectif ici est d'expliquer à ces migrants ce qu'ils doivent faire en cas d'arrestation. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, point. Vous ne dites rien de plus. Mais je sais bien que face à l'intimidation, c'est très difficile de gérer une telle situation. Il y a la peur de la police de l'immigration qui vient ici presque tous les jours. La sécurité, certains la trouvent dans des centres comme celui-ci, entièrement financés par des dons privés. Il permet aux travailleurs étrangers de rentrer en contact avec des employeurs sans avoir à les attendre dans la rue. Pour Fernando, qui préfère utiliser un pseudonyme, ce lieu sûr est une aubaine par les temps qui courent. Il y a beaucoup de tensions au sein de la communauté hispanique et chez tous les immigrés sans papier d'une manière générale en ce moment, à cause des descentes de police, de ce qu'on voit aux informations et des alertes qu'on lit sur Internet. Celui-ci est le seul qui accepte de nous parler à visage découvert pour réfuter, dit-il, les mensonges du gouvernement. Nous sommes venus pour améliorer nos vies et celles de nos familles. Ce que fait le président Trump est vraiment injuste. Les coups de fil angoissés, c'est le quotidien de cette avocate. Elle représente des personnes en situation irrégulière, mais elle affirme que même celles qui sont munies de titres valides sont désormais plongées dans l'incertitude. Je dois dire, non, vous avez cette protection, vous avez cette visa, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, la vérité, c'est que je ne sais pas ce qui pourrait changer d'un jour à un autre dans cette administration. L'autre préoccupation, c'est la tendance actuelle de la police à faire du chiffre, selon ce juriste. S'ils ont 6 places dans le van, ils s'assurent que tous les sièges sont occupés. Ils arrêtent la personne qu'ils recherchent et ils en profitent pour en attraper d'autres, des arrestations collatérales en quelque sorte. À ce jour, l'administration de Barack Obama reste celle qui détient le record du nombre de reconduites à la frontière.
Allez, le reste de l'actualité américaine en bref et en images, avec tout d'abord ces visites qui se succèdent à la Maison-Blanche, tête à tête avec Benjamin Netanyahou à Washington, l'occasion pour le Premier ministre israélien de tester sa marge de manœuvre avec le nouveau président américain Donald Trump, qui s'était avant cela entretenu avec son voisin canadien Justin Trudeau. Le gouvernement américain sommé par Caracas de présenter des excuses publiques. Le président Nicolas Maduro exige de Washington un mea culpa après les sanctions infligées par le Trésor américain à l'encontre de son vice-président pour trafic de drogue. Et puis la fin du danger immédiat à Oroville après l'évacuation express de 200 000 habitants. Les autorités californiennes ont autorisé la population à rentrer chez elle. Le barrage, dont un réservoir menacé de céder, a finalement pu être consolidé. Les conditions peuvent toutefois changer rapidement, prévient la police. Ce sera probablement sa dernière course et elle s'annonce des plus tortueuses. Le procès contre Lance Armstrong aura bien lieu. Un juge fédéral de Washington a ouvert lundi la voie d'un retentissant procès contre l'ancienne star du cyclisme. Déchu pour dopage, l'ex-champion risque désormais la ruine. L'État américain lui réclame aujourd'hui 100 millions de dollars. Vanessa Abba. Au sommet de sa gloire, Lance Armstrong, indétrônable et plus fort que jamais après avoir vaincu le cancer. Ça, c'était avant de se retrouver au cœur de l'un des plus grands scandales de dopage au monde. Aujourd'hui, la légende du cyclisme a tout perdu. Ses célèbres maillots jaunes et ses 7 Tours de France remportés entre 1999 et 2005. Après avoir nié en bloc durant des années, le Texan a fini par tout avouer. L'usage de substances illicites faisait partie de ses méthodes pour gagner. C'est comme dire qu'il faut avoir de l'air dans nos pneus ou de l'eau dans nos bouteilles. Ça faisait partie, je crois, du processus. Exclu à vie du monde du sport, c'est aujourd'hui à la justice que Lance Armstrong doit faire face. Le procès qui l'attend s'annonce retentissant. 94 millions d'euros de dommages et intérêts sont en jeu. L'ex-champion est accusé d'avoir fraudé l'État. L'US Postal Service a été le sponsor de son équipe entre 2000 et 2004. Près de 13 millions d'euros lui ont été versés. Mais comment l'US Postal Service n'aurait-il pas été au courant des pratiques du sportif ? En 1999, des soupçons pesaient déjà sur Lance Armstrong. Il faudrait qu'ils assument aussi leur part de responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont soutenu pendant des années Armstrong, qui gagnait, qui écrasait tout. Donc ça serait un peu trop facile aujourd'hui de se poser en victime et de réclamer des dommages et intérêts, comme voudrait le faire l'État américain. C'est son ex-coéquipier, Floyd Landis, également reconnu coupable de dopage, qui avait le premier porté plainte contre Lance Armstrong pour fraude en 2010. La loi aux États-Unis autorise un particulier à poursuivre une personne ou une entreprise pour avoir trompé le gouvernement fédéral. L'État s'était ensuite joint à cette plainte. Avec cette procédure, Floyd Landis devrait toucher 25% de ce que l'État réclame. De son côté, Lance Armstrong se défend. D'après lui, le service public de la Poste n'aurait subi aucun préjudice et aurait gagné bien plus que ce qui avait été versé à l'origine. Ce sera désormais à un jury d'en décider. On passe maintenant à notre chiffre de la semaine, 150 000. C'est le nombre de bénéficiaires visés par le premier revenu universel au Brésil. Le concept vous sera peut-être familier car déjà testé au Canada, en Finlande, mais aussi évoqué en France par un candidat à la présidentielle. Chaque mois donc à terme, tous les habitants de Marica, près de Rio, recevront sur leur compte l'équivalent de 30 €. Une devise, le Mumbuka, a même été créée spécialement pour ce programme. Vous prenez la carte Mumbuka ? La carte Mumbuka, un moyen de paiement unique ici. C'est la mairie qui l'accrédite chaque mois pour que chacun puisse faire ses courses dans la municipalité. Rosangela en détient une. On va au magasin et on peut payer. Moi, on m'a retiré l'allocation familiale, mais j'ai la carte Mumbuka. La municipalité de Marica, dans la banlieue de Rio de Janeiro, a lancé un revenu de base citoyen. L'objectif, verser l'équivalent de 30 € à chacun des 150 000 habitants de la ville. Une somme modeste, mais qui, d'après les premiers bénéficiaires, permet d'acheter l'indispensable. Financé par les revenus tirés de l'exploitation pétrolière, l'ancien maire de la ville veut montrer l'exemple, celui de la redistribution des richesses. Pas seulement Marica, mais toutes les villes et le monde entier ont l'obligation de garantir un revenu de base à tout le peuple. Après, les gens sur le marché de l'emploi peuvent travailler grâce à leur créativité, leur initiative, etc. Une approche loin de la politique d'austérité menée par le gouvernement de droite à l'échelle nationale.
Pour l'opposition, le concept de revenu universel ne résout en rien le fléau du chômage qui atteint actuellement le niveau record de 12% au Brésil. Je crois que le citoyen est beaucoup plus heureux s'il y a de l'emploi dans sa ville, s'il y a un hôpital décent, un service digne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas 30 € qui vont les sauver. Une initiative qui fait écho à l'une des mesures phares du candidat socialiste à la présidentielle française, Benoît Hamon, le revenu universel à 750 € par mois. Depuis le 1er janvier, la Finlande est devenue le premier pays à l'expérimenter au niveau national. Et Rio qui accueillera du 24 au 28 février prochain la fête de l'année, le carnaval de Rio, qui devrait voir affluer pour cette édition plus d'1 million de visiteurs. En attendant, c'est le Chili qui se déhanche. La ville d'Arica accueille pendant 3 jours des parades issues des différentes cultures des Andes. Participent, comme chaque année, les voisins boliviens, péruviens et argentins, sous l'œil subjugué de quelques 160 000 spectateurs. Voilà, on va se quitter sur ces images en musique. Merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.